avec nous Mira et nous avons Jenny qui est avec nous également. Donc, je salue votre présence. Et pour vous donner une idée de la présentation que nous allons faire ce matin, je vais rapidement partager mon écran avec vous pour que vous puissiez avoir une idée de l'agenda que nous allons suivre. Donnez-moi une minute, je vais rapidement partager mon écran avec vous. J'espère que vous voyez mon écran. Okay. 5 sur 5 de mon côté. Oui. Voilà. Donc, ce que nous allons faire ce matin en guise de présentation, d'abord, nous allons ouvrir avec des propos d'introduction de la directrice par intérim du Bureau de la croissance économique, Madame Sangli. Ensuite, votre serviteur fera une courte présentation de la stratégie et des priorités en matière de croissance économique. Nous ferons également un rappel des interventions passées et actuelles. Et après cette partie, nous allons faire un zoom sur 2 interventions que nous avons actuellement qui peuvent être des opportunités pour les membres de AmCham. Et enfin, notre Alliance Builder va vous parler des partnerships, des engagements avec le secteur privé. Et elle partagera aussi avec vous des exemples de partnerships que nous avons développés dans le temps pour enfin terminer sur les modalités d'engagement avec l'USAID. Donc, nous avons un menu assez copieux, mais nous espérons pouvoir tout couvrir dans les premières 30 minutes et vous laisser assez de temps pour les questions, commentaires et échanges. Je vous demanderai donc, si vous avez des questions, de bien vouloir les noter ou les inscrire dans le chat box. Et au moment des questions-réponses, vous pourrez bien les poser. Donc, sans plus tarder, je vais inviter la directrice par intérim du Bureau de la croissance économique, Madame Sang Lee, dans ses propos d'ouverture. Sang, vous avez la parole. OK. Merci beaucoup, Isaac. Je m'appelle Sang Lee. Je suis le directeur du Bureau de croissance économique et du développement agricole de l'USAID. Comme vous pouvez l'attendre, je ne parle pas bien le français, donc je vais parler en anglais aujourd'hui pour le bénéfice de tous. Merci pour votre patience. Welcome everybody, and thank you for the opportunity to provide an overview of USAID's work in the economic growth and private sector engagement. As many of you know, USAID and the US Embassy all over the world works very closely with AmCham. And here at USAID Haiti, we welcome the opportunity to explore opportunities with AmCham Haiti and to work together to better support its members while helping the Haitian people and the economy. Over the past 10 years, USAID has placed a lot of interest and emphasis on private enterprise-driven development. And there have been many lessons learned on how to better engage the private sector. It's taken years to understand where and how USAID can better partner with the private sector to accelerate and sustain development results. When I first joined the agency, I did a lot of private sector engagement work in India. And there we had to learn new vocabulary, understand the timelines of the private sector, and even learn how to communicate how we can work with the private sector within the confines of USAID's many rules and regulations, other than just through our typical grant-making model. And out of that work rose many different ways to work together with the private sector, including co-creation, where we're working alongside to develop projects, a stronger focus on local solutions, and other ways to work with the private sector. And so needless to say, we've come a long way. Years of learning and implementation have shown that USAID can work with businesses to strategically unlock investment,
harness private sector expertise, conduct research, share information, and probably most importantly, improve the policy environment to catalyze economic development. Haiti, because of the strong and large diaspora that exists and our proximity to the US, we have an incredible opportunity to work together for mutual benefit. Of course, identifying how, where, in which ways are key to these partnerships. Understanding that this is a risky environment for investment, a difficult and expensive place to operate, we've designed our projects to ensure that we facilitate long-term connections and networks to promote economic growth from the bottom up. We recognize that the unpredictable market conditions here in Haiti make it terribly difficult for businesses to invest in their futures. And we recognize that irregular and informal cross-border trade with the Dominican Republic has not been efficient, but we intend to help Haiti build a more collaborative and inclusive market economy where we're certain will lead to both larger economic pie for all of Haiti and a more equitable one as well. USAID Haiti will soon launch a new strategy that places resilience and Haitians at the center of all we do and fund. So this 2-year strategy will form the foundations of our longer term engagement in the country. And soon it'll be publicly available to all of you, and my staff will share it within the coming weeks so that we could continue to explore how to best work with each other, where our future geographic focuses will be, and leverage our resources during these difficult times. Today, you'll hear from the economic growth team who have a wealth of experience bridging the gap between the private sector and USAID to promote development creatively. And you'll learn about 3 really interesting USAID initiatives to engage the private sector. I also want to end by underlining the importance of Haitian women, given that it was International Women's Day this past Monday, and how critical their role is in the Haitian economy. And so here at USAID, of course, we seek to understand how culture and gender impact all of our programming and the future work that we'll engage in. Thank you for your time and the opportunity to share this information. Merci. Over to you, Isaac. Merci beaucoup, Sang, pour cette présentation, pour ces propos d'introduction qui nous permet maintenant de commencer avec la présentation. Et le premier slide que nous avons ici nous donne une idée des priorités et de la section économique, de la croissance économique de l'USAID. Je vous rappelle aussi que les slides vont être en anglais, mais les intervenants vont continuer à faire leur présentation en français. Et au moment des questions, vous pouvez poser votre question ou bien en anglais, ou bien en français, ou bien en créole. Ça dépend de vous. En fait, l'objectif que nous poursuivons à travers notre bureau de croissance économique, c'est vraiment, comme vous le voyez, c'est d'améliorer la sécurité économique et alimentaire dans le pays. Et pour ce faire, nous avons 3 résultats spécifiques que nous voulons atteindre. Le premier résultat, c'est que les ménages sont plus à même d'amortir les chocs quand ça arrive. Et nous savons en Haïti, il y a beaucoup de chocs et de stress sur les ménages. Nous intervenons aussi pour améliorer l'accès, la disponibilité et l'utilisation des aliments nutritifs. Et l'autre résultat que nous voulons atteindre, c'est améliorer la compétitivité du secteur privé. Donc, le Bureau de la croissance économique veut réaliser ces 3 grands résultats. Mais pour la présentation d'aujourd'hui, nous allons nous focaliser beaucoup plus sur le dernier résultat qui est améliorer la compétitivité du secteur privé. Et c'est pourquoi nous allons disséquer ça en différents sous-résultats que nous avons ici, dont le premier est la création d'emplois. Le second, c'est l'accès au financement. Et le troisième résultat, c'est améliorer le climat des affaires en Haïti. Donc, les interventions que nous avons rentrent dans le cadre de ces 3
sous-résultats que nous voulons atteindre à travers le grand résultat et améliorer la compétitivité du secteur privé. En fait, dans le temps, l'USAID a intervenu sur tous les points que je viens de citer, mais je vais partager avec vous des projets clés que nous avons réalisés et ça date d'après le tremblement de terre de 2010 jusqu'à aujourd'hui. Et comme vous pouvez le voir, au cours des 10 dernières années, on a travaillé dans plusieurs domaines. Nous avons donné du support aux petites et moyennes entreprises à travers des projets comme LEAD et Levé. Nous avons aussi donné de l'assistance au développement du marché de l'immobilier. Nous avons supporté aussi la stratégie d'inclusion financière mise en place par la BRH. Nous avons aussi donné du support pour l'accès au financement. Nous avons donné du support aux institutions financières et aux institutions de microfinance. En fait, si on regarde nos interventions, nous avons investi environ 120 millions de dollars dans ces différents domaines, mais pour avoir des résultats clés. Par exemple, pour les projets qui visent la création d'emplois, nous avons pu créer à travers des projets, nous avons pu créer environ plus de 27 000 emplois et en donnant des subventions directes aux ce que nous appelons petites et moyennes entreprises. Subventions directes, mais aussi nous avons donné de l'assistance technique à ces entreprises également et ces micro-entreprises. Nous avons aussi donné des incitatifs pour créer des marchés qui n'existaient pas, comme par exemple le marché de l'immobilier. Et c'est pourquoi nous avons pu lever plus de 25 millions de dollars à travers ce programme d'incitatifs. Nous avons aussi facilité la réduction de risques pour les institutions financières afin qu'elles puissent donner du crédit aux petites et moyennes entreprises à travers des projets comme High Five, à travers aussi les projets d'inclusion financière que nous avons réalisés sur le temps. Et certains d'entre vous sont habitués avec notre programme de Development Credit Authority, qui est un programme de réduction de risque pour les institutions financières. Donc, c'est ce que nous avons fait à travers le temps. Et la stratégie, c'était vraiment de donner de l'assistance directe, parfois ce que nous appelons des grants ou bien des subventions directes aux entreprises. C'est ce que nous avons fait dans le temps. Mais nous avons plus ou moins changé notre stratégie avec les nouveaux projets que nous avons maintenant. Au lieu de donner des subventions directes aux entreprises, maintenant nous voulons jouer un rôle de facilitation. Ça veut dire que nous aidons les acteurs afin qu'ils puissent vraiment se manifester et apporter leur contribution. C'est pourquoi vous allez voir à travers un projet comme Haïti Invest, qui est un projet de facilitation d'investissement dont Mme Vertus va vous en parler dans quelques minutes. Et nous avons un autre projet qui est le projet Atteindre, qui va se focaliser sur les micro, petites et moyennes entreprises. Toujours, c'est sur des projets de facilitation, ce ne sont pas des projets de subvention directe aux entreprises. Et nous sommes en train de travailler sur un projet de mobilisation de ressources internes. Donc, nous aurons à vous parler plus en profondeur dans le temps quand c'est prêt. Donc, maintenant, nous allons faire un zoom sur ces deux activités, Haïti Invest et Atteindre, avant de passer la parole à notre Alliance Builder pour vous parler des partnerships du secteur privé. Nous allons faire un zoom sur Haïti Invest et ensuite sur Atteindre. Et puis, nous allons continuer avant de vous donner la chance de poser vos questions également. Et maintenant, je vais passer la parole à Mme Vertus, qui va vous parler en long et en large sur le projet Haïti Invest. Mme Vertus, tu as la parole. Bonjour, je suis ravie d'être avec vous ce matin et on s'est rencontrés l'année dernière pour avoir un survol rapide de Haïti Invest. Mais ce matin, j'ai l'occasion de vous parler un peu plus en détail d'Haïti Invest. Donc, Haïti Invest est une activité de l'USAID en Haïti. OK, mais Haïti Invest est un exemple d'une nouvelle façon de faire
de l'USAID pour contribuer au développement de pays. Par exemple, et Haïti Invest est toujours mise en œuvre par une organisation internationale. Mais maintenant, cette organisation internationale qui est la DEI s'occupe de la gestion de l'activité. Mais le gros de l'activité est mise en œuvre par le secteur privé en Haïti. Donc, c'est une nouvelle façon de faire. Nous utilisons les services d'entreprises conseil. Nous travaillons avec des institutions financières et nous travaillons aussi avec des investisseurs potentiels. Donc, c'est la nouvelle façon de faire. Donc, Haïti Invest, ce projet-là est un projet de plusieurs millions de dollars et sur une période de 4 ans. Mais qu'est-ce que ce projet veut faire? C'est aider à créer une plateforme et un mécanisme durable pour fournir, pour que les petites et moyennes entreprises en Haïti puissent avoir accès au capital, soit des dettes ou en fonds propres, en action. Donc, Haïti Invest travaille avec des firmes conseils ou des individus qui sont des experts et de la finance. OK? Donc, et ce sont ces individus-là ou ces entreprises qui font le travail d'intermédiaire entre les entreprises et les institutions financières et les investisseurs. Donc, ces conseillers-là sont payés et sur la base de résultats obtenus. Donc, un exemple, on peut avoir, je ne sais pas, une firme d'audit, une firme de comptabilité, un expert en finance qui signe un contrat avec Haïti Invest et qui a des résultats à obtenir. Donc, cette firme ou cet individu identifie des entreprises suivant des critères préétablis et les prépare et fait le lien entre ces entreprises et des institutions financières ou des investisseurs. Donc, maintenant, je vais vous parler un petit peu et rapidement de ces critères. Et bon, les principaux critères, donc, une entreprise doit être en opération depuis au moins 2 ans. Cette entreprise doit employer au moins 5 personnes. Cette entreprise doit avoir des revenus annuels de plus de 200 000 $ américains. Et cette entreprise doit chercher un financement d'au moins 100 000 $ américains. Mais le financement peut être dans la fourchette de 100 000 jusqu'à 5 millions de dollars américains. Et nous travaillons avec tous les secteurs, mais il y a quelques secteurs prioritaires tels que l'agriculture, l'énergie, les services financiers, la fabrication. Maintenant, et je ne vais pas rester trop longtemps, mais je vous donne un petit update de ce qui se passe et quelles seraient les opportunités pour des membres d'AmCham de travailler avec Haïti Invest. Donc, premièrement, je veux vous dire qu'à date, nous travaillons avec 6 firmes de conseil, 5 firmes en Haïti et 1 firme à l'étranger. Et nous travaillons avec aussi 2 firmes d'investissement et de services conseil pour investissement, une à l'étranger, une en Haïti. Et ce que nous avons aidé aussi, parce que nous savons que, comme je pense que Sang l'a dit au début, et l'environnement d'Haïti pour les affaires est très difficile. Donc, nous savons que, et bien que les institutions financières soient des partenaires et de choix et ont étroitement collaboré avec USAID à travers les programmes de garantie DCA. Et ce programme-là maintenant est remplacé par la nouvelle agence américaine pour le financement, c'est la DFC. Donc, nous savons que c'est difficile. Donc, nous essayons de trouver des solutions alternatives. Donc, USAID Haïti Invest a aidé à fournir de l'assistance technique pour la création d'un fonds et pour la zone de la Caraïbe et avec une allocation pour Haïti. Ce projet-là est une collaboration d'Haïti Invest avec un membre de la diaspora haïtienne qui est basé à New York et qui a une firme d'investissement. Donc, ce fonds-là vient d'être créé jeudi durant l'été de l'année dernière et maintenant, ils sont en train d'identifier des entreprises qui voudraient recevoir du capital et aussi identifier des investisseurs potentiels à la fin
Et de la présentation, nous vous donnons les contacts des divers projets tels qu'Haïti Invest si vous voulez un peu plus d'informations. Et puis, finalement, nous venons de créer la semaine dernière, nous avons lancé un groupe de travail avec des acteurs qui supportent l'accès au capital pour les petites et moyennes entreprises en Haïti. Donc, nous avons des organisations internationales, la Banque mondiale, IDB, nous avons des institutions financières, nous avons des associations telles que la AmCham. Tout le monde s'est mis ensemble pour voir comment coordonner ce support et établir un mécanisme durable après que ce projet-là se termine. Finalement, voilà l'opportunité. Nous allons, Haïti Invest va lancer un appel à proposition au mois d'avril. Et c'est comme ça que nous avons fait dans le passé et nous avons pu recruter des firmes. Cet appel à proposition, c'est pour les individus de les professionnels de la finance, les services conseils, mais aussi pour des investisseurs ou des institutions financières. Donc, ce que vous allez faire, on veut continuer à identifier des investisseurs et des institutions financières qui pourraient collaborer avec Haïti Invest à travers des incitatifs. Ces incitatifs-là, ce sont des paiements. Voilà comment nous travaillons. Nous payons des firmes conseils par résultat obtenu. Donc, c'est simplement une question de faire une proposition et de dire, j'aimerais aider à trouver 5 millions, 10 millions de dollars pour un nombre d'entreprises et moi, je voudrais des incitatifs de l'ordre de. Voilà comment ça marche. Donc là, c'est une opportunité pour des entreprises de continuer à travailler avec Haïti Invest. Merci. Merci Marie-Renée pour la présentation de Haïti Invest. Et je vous rappelle que si vous avez des questions en rapport avec Haïti Invest, de bien vouloir les écrire pour les poser au moment des questions-réponses. Maintenant, je vais partager avec vous certaines informations sur l'autre activité dont je vous avais parlé. Il s'agit de Atteindre. En fait, ces deux activités, Haïti Invest et Atteindre, sont très similaires. C'est pourquoi je vous demande de bien vouloir retenir en fait ce slide qui donne les critères de participation des petites et moyennes entreprises à l'activité Invest. Vous voyez, par exemple, en termes de revenus, ça doit avoir des revenus qui vont au-delà de 200 000 $ américains et qui recherchent des capitaux de plus de 100 000 $. Et le projet Atteindre dont je vais vous parler, c'est très similaire en termes de stratégie et d'approche avec Haïti Invest. C'est pourquoi je ne veux pas que vous les confondiez et c'est pourquoi je viens de faire ce rappel. En fait, l'objectif final vraiment que nous voulons atteindre à travers ce projet, c'est vraiment d'aider les micro, petites et moyennes entreprises à être plus résilients afin qu'elles puissent créer des emplois et d'améliorer les conditions d'existence des ménages en Haïti. Mais pour y arriver, nous avons 3 objectifs spécifiques. D'abord, nous voulons supporter vraiment les petites et moyennes entreprises à travers l'augmentation de l'accès aux services d'entreprise et de la main-d'œuvre. Ensuite, nous voulons supporter l'implémentation ou bien l'exécution de la stratégie d'inclusion financière de la BRH en travaillant avec les institutions financières et les institutions de microfinance. Mais aussi, nous voulons travailler sur le climat des affaires. Nous voulons aider à améliorer l'environnement des affaires en Haïti. Ce sont là les 3 objectifs que notre projet Atteindre est en train de poursuivre. Mais en fait, il faut dire que quand nous parlons de PME dans le cadre de cette activité, dans le cadre de l'activité Atteindre, comme je vous l'ai dit, nous avons disséqué en fait les MPME en 3 niveaux. D'abord, nous avons niveau 1. Ce sont des entreprises qui ont des revenus annuels entre 75 000 et 200 000. Vous voyez, 200 000, nous arrivons jusqu'à 200 000 parce qu'après 200 000, ça, c'est Haïti Invest qui va travailler avec ces entreprises-là. Et pour niveau 1 aussi, ces entreprises doivent avoir au moins 10 employés.
Et ce sont des entreprises qui recherchent des capitaux de 50 000, de plus de 50 000. Vous vous rappelez que Haïti Invest commence avec 100 000. Donc, le niveau 1 pour atteindre commence, vous voyez, le niveau 1, c'est jusqu'à 200 000 de revenus, 10 employés et plus de 5 000 $ de recherche de financement. Au niveau 2, nous avons les entreprises qui ont un revenu annuel de 12 000 à 75 000, le nombre d'employés de 3 à 10 et qui recherchent un capital entre 10 000 et 50 000. Et nous avons le troisième niveau, c'est ce que nous appelons vraiment les micros, moins de 12 000 $ américains de revenus, entre 1 à 3 employés et qui recherchent un capital de moins de 10 000 $. Et je voudrais préciser pour vous, si vous voyez les lettres en rouge ici, la priorité pour nous, c'est micro. Et nous allons travailler aussi avec les entreprises qui ne sont pas les entreprises formelles, ce qu'on appelle les entreprises informelles. C'est pourquoi nous allons donner la priorité aux micro-entreprises. Mais l'ensemble, nous allons travailler sur les 3 niveaux, mais en donnant, en mettant un accent beaucoup plus spécifique sur le 3e niveau. Donc, ce sont des informations assez importantes et pour vos questions, j'espère que vous allez vous en souvenir. En fait, comme les faits clés par rapport à ce programme, c'est un programme de 4 ans qui commence l'année dernière en août de 2020, qui va terminer en août 2024. Et c'est mis en œuvre par une organisation qui s'appelle Mennonite Enterprise Development Associates. Et nous travaillons dans des zones clés pour le Bureau de la croissance économique qui est le Nord, Nord-Est, Plateau central et le Sud. Et les secteurs d'activité avec lesquels nous allons travailler, l'agriculture, construction, énergie renouvelable et autres secteurs qui présentent des potentialités de croissance. Et en termes d'approche d'implémentation, comme Marie-Renée l'a fait pour Haïti Invest, l'approche, la stratégie est la même. Nous ne demandons pas à notre partenaire MEDA de réaliser le travail. Ils sont là pour recruter des conseillers, ce que nous appelons les conseillers d'affaires. Ils sont là pour recruter aussi les firmes qui donnent des formations professionnelles. Et ces conseillers-là seront payés sur la base de résultats qu'ils auront obtenus en travaillant les micro, petites et moyennes entreprises. Nous comptons aussi donner des incitatifs aux institutions financières et microfinances afin qu'ils puissent donner des crédits, surtout aux petites et moyennes entreprises qui sont très vulnérables, qui sont très reculées aussi. Et enfin, comme méthode de travail, nous comptons supporter pour développer la capacité des groupes ici pour vraiment travailler, pour faire ce que nous appelons plaidoyer pour le secteur des micro, petites et moyennes entreprises. En fait, les partenaires que nous ciblons à travers ça, ce sont ce que nous appelons les conseillers en transaction. Ce sont les firmes qui donnent des services de formation professionnelle. Ce sont des institutions financières et de microfinance. Ce sont les firmes qui ont une spécialité dans le domaine des informations, de l'information-communication, technologie. Donc, en fait, pour terminer la présentation sur Atteindre, ce que je voudrais attirer votre attention, ce que nous comptons réaliser à la fin de ces 4 ans, c'est de pouvoir travailler avec plus de 30 000 micro, petites et moyennes entreprises. Nous allons aussi les aider à se formaliser et nous comptons aider plus de 5 000 à se formaliser. Et aussi, nous comptons recruter environ 10 firmes conseils pour donner l'appui aux micro, petites et moyennes entreprises. Et nous espérons qu'à travers notre programme, nous allons avoir
le nombre de clients au niveau des institutions financières et microfinances avec lesquelles nous allons travailler puisse donner environ 15 000 crédits aux micro, petites et moyennes entreprises. Et enfin, nous comptons mobiliser ou bien faire la levée de plus de 10 millions de dollars américains. Donc, c'est vraiment beaucoup de chiffres et beaucoup d'informations sur Atteindre et puis sur Haïti Invest. J'espère que vous pourrez les retenir pour vos questions, mais sinon, on pourra revenir sur les slides au cas échéant pour répondre à vos questions spécifiques. Et maintenant, je vais passer la parole à Madame Christine Musset, qui va vous parler de notre stratégie d'engagement avec le secteur privé. Et ensuite, elle va terminer sur les modalités d'engagement que nous avons actuellement, dont AmCham pourrait prendre avantage. Je vous remercie et je passe la parole maintenant à Madame Musset. Merci Isaac. Bonjour tout le monde. Et donc, comme Isaac l'a dit, les projets qui ont été présentés par Maïwenné et Isaac sont des projets où l'USAID est le seul bailleur de fonds et où les entreprises privées, le plus souvent, sont les bénéficiaires. Donc, en ce moment-là, on parle surtout de subgrantee, subcontractors. Il existe d'autres types de projets où des organisations privées, que ce soit des compagnies, fondations, philanthropes, institutions financières, s'associent avec l'USAID pour cofinancer des activités en établissant des partenariats publics-privés pour résoudre ensemble non seulement des problèmes de développement, mais aussi des problèmes liés au secteur d'activité de ces entreprises-là. Donc, si vous pouvez voir dans le tableau qui est projeté, il y a différents types de partenariats que l'USAID a fait au cours des dernières années. Ce n'est pas une liste exhaustive, on a juste présenté quelques-unes. Et comme vous pouvez le voir, ces partenariats se font dans plusieurs secteurs. Et ils ont aidé à augmenter, entre autres, les revenus de petits agriculteurs, à mobiliser des capitaux pour les micro, petites et moyennes entreprises, à obtenir des prêts pour des logements abordables et aussi à améliorer l'accès à l'éducation et aux services de santé. Certains de ces partenariats, si vous voyez la liste, ont été établis avec des PME locales qui financent et partagent les coûts de projets avec l'USAID. Un exemple que je peux donner, c'est par exemple le dernier sur la liste, qui est un partenariat récent avec les produits des SA, PISA, qui est la compagnie agroalimentaire et du groupe Rebo, pour renforcer les capacités des petits producteurs de cacao et de vanille dans le nord d'Haïti. Ce projet est actuellement implémenté par Papyrus, qui aussi est une firme locale, et je pense que vous connaissez bien Papyrus. Un autre exemple que je peux donner aussi à travers le projet avancé, le projet Feed the Future Nord, je pense que certains de vous ont entendu parler, qui a pris fin en avril 2020. À travers ce projet, donc, l'USAID a pu collaborer avec des firmes locales pour accroître l'accès des agriculteurs aux marchés locaux et internationaux. Par exemple, il y a une entreprise agroalimentaire locale qui s'appelle Clé, qui a collaboré avec l'implémentateur d'Avancé pour construire une usine de transformation de riz qui maintenant est capable de sécher et de transformer jusqu'à 6 000 tonnes métriques de riz par saison. Et un autre exemple aussi, Avancé avait également collaboré avec un investisseur local, la famille Bonnefield, une association de producteurs, UPBH, et aussi un exportateur dominicain qui s'appelle Bania Miel, pour créer une ferme, alors pour monter une ferme pilote d'exportation de figues bananes de 50 hectares dans le Nord. Donc, tout ceci pour vous dire que pour les partenariats plus privés, on travaille avec différents types d'entreprises, que ce soit local, international, et on travaille aussi à, il n'y a pas de montant minimum, mais le montant maximal, et sur différents secteurs. Donc, Isaac, tu peux passer sur le slide, s'il te plaît. Donc, en travaillant directement avec les firmes privées ou bien par l'intermédiaire de nos implémentateurs, l'USAID
à réaliser que le développement facilite les affaires et que les affaires aussi contribuent au développement. En soutenant la création d'emplois, en facilitant l'accès au crédit, au logement, à l'éducation et à la santé, nous soutenons la capacité des individus à consommer plus, à consommer mieux et aussi à devenir une meilleure force de travail pour les secteurs qui les emploient. Et ceci contribue à la création de richesses dans le pays. Mais on réalise aussi qu'en faisant ceci avec le secteur privé, en collaborant étroitement avec le secteur privé, nous arrivons à obtenir des résultats au-delà de ce que nous aurions pu achever tout seuls. Et de ce fait, nous voyons de plus en plus, nous voyons le secteur privé non plus comme un exécuteur de contrat ou bien un simple bénéficiaire de dons, mais comme un partenaire. Et pour cela, nous avons commencé à opérer des changements dans nos processus d'élaboration, de planification et d'exécution de nos projets pour engager beaucoup plus le secteur privé, particulièrement le secteur privé local. De plus en plus, nous utilisons des méthodes de consultation diverses. De plus en plus, nous utilisons des méthodes de consultation diverses. Par exemple, les demandes d'information, nous faisons des rencontres individuelles, nous organisons des ateliers sectoriels où nous sollicitons spécifiquement le feedback des entreprises locales sur un problème précis. Nous utilisons aussi des méthodes de co-création. Sangana avait parlé précédemment lors de ses remarques. Et nous utilisons donc les méthodes de co-création où nous nous asseyons avec le secteur privé pour élaborer des projets dont les bénéfices et le partage des risques et de responsabilités sont mutuels. Nous faisons aussi beaucoup plus de cofinancement. Par cofinancement, ce que nous voulons dire par là, c'est que nous allons au-delà du financement traditionnel pour utiliser des incitatifs qui stimulent et sécurisent les capitaux et les investissements privés. Et parmi lesquels nous pouvons citer comme exemple les Global Development Alliances, où on couvre, l'USAID couvre une partie des coûts du projet et le partenaire privé ou les partenaires privés couvrent le reste des coûts du projet. Nous utilisons aussi, non pas encore Isaac, nous utilisons aussi des mécanismes de paiement en contrepartie de la réalisation des résultats fixés et c'est ce que exactement les projets atteignent et Haiti Invest font. Nous faisons aussi des garanties de crédit, des prêts, des capitaux de première perte, des actions et des produits d'assurance. Et tout ça sont offerts à travers le DFC. Et je pense que Isaac et Marie-Renée ont fait une présentation pour AmCham il y a quelques mois sur le DFC. Prochaine slide, s'il te plaît. Donc, maintenant, on a présenté en gros les différentes façons les différents projets qu'on a pu faire dans le passé, qu'on fait avec le secteur privé. Maintenant, la question, c'est comment devenir un partenaire de l'USAID. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que pour le devenir, vous pouvez le faire soit à partir de nos implémentateurs, ou soit directement. À partir de nos implémentateurs, comment est-ce que vous pouvez devenir un partenaire USAID? C'est soit en devenant un sous-partenaire, et dans les cas où, par exemple, Haiti Invest ou bien Attend vont lancer des appels d'offres pour recruter des fournisseurs de services ou bien des fournisseurs de services financiers qui sont là justement pour aider à renforcer la capacité des PME et aussi à leur permettre à devenir un agent de liaison pour qu'ils puissent trouver des capitaux pour les besoins de leur entreprise. Une autre façon de devenir aussi un partenaire USAID à travers nos implémentateurs, c'est devenir un membre, par exemple, des advisory groups. Que ce soit Haiti Invest ou bien que ce soit Attend, il y a des advisory groups qui vont, je pense qu'ils sont déjà mis sur pied, mais qui vont être, dépendamment du projet, qui vont être mis sur pied pour devenir, pour pouvoir non seulement s'asseoir avec l'USAID pour pouvoir améliorer les différents secteurs où ces PME-là sont en train d'être opérées, ou probablement pour pouvoir devenir un groupe de pression ou un interlocuteur face au gouvernement de manière à ce que des réformes soient reprises dans ces secteurs-là. Et une troisième façon de devenir aussi un partenaire, c'est à travers le cofinancement. Et où, comme j'ai expliqué précédemment,
l'entreprise privée ou bien les partenaires privés deviennent un cofinancier en même temps, au même niveau que l'USAID, pour pouvoir justement et réaliser un projet au bénéfice de petites et moyennes entreprises ou bien au bénéfice justement de communautés qui ne sont pas bien servies. Et c'est comme exemple, c'est ce qu'on avait donné par exemple avec le projet Avancé, où on a pu collaborer avec une entreprise de production de riz et aussi une entreprise qui s'occupe de la production des bananes. Maintenant, directement, comment est-ce qu'on peut travailler directement avec l'USAID? C'est en devenant soi-même un implémentateur, par exemple. Et ça, à ce moment-là, vous pouvez le faire soit en devenant un implémentateur de projet qui donne des dons ou bien qui exécute des contrats. Et pour ce faire, il s'agit à ce moment-là de pouvoir participer aux appels d'offres que lance l'USAID. Et vous n'avez qu'à, à ce moment-là, régulièrement monter sur les sites officiels de l'USAID, beta.sam.gov ou grants.gov. Et ces deux sites-là, régulièrement, sont toujours mis à jour et vous pouvez voir à ce moment-là tous les appels d'offres de l'USAID qui justement cherche un implémentateur potentiel pour la réalisation de projets. Et de plus en plus, on essaie de faire appel à des entreprises privées pour qu'ils puissent réaliser directement les projets ou un implémentateur traditionnel qui peut s'associer avec une entreprise ou des partenaires privés pour pouvoir réaliser les projets. Et la deuxième façon de faire, c'est à travers les Global Development Alliances, et j'en ai parlé précédemment. Et toujours à travers le site grants.gov, régulièrement, on lance des appels d'offres pour pouvoir sélectionner une firme ou bien une entreprise qui serait à même de devenir un partenaire pour l'USAID. Et l'exemple récent que je peux donner, justement, c'est que, je crois, l'année dernière, on avait lancé un appel d'offres pour pouvoir sélectionner une firme, bien des partenaires privés qui seraient à même d'aider l'USAID, de collaborer avec l'USAID pour pouvoir renforcer la filière du café en Haïti. Et la troisième option, c'est à travers des MOUs, des Memorandum of Understanding, par lesquels, ou que ce soit à travers un projet spécifique ou bien à travers un ensemble de projets, les partenaires privés s'assoient avec l'USAID et ont une sorte de gentleman agreement où ils se mettent d'accord pour pouvoir ensemble travailler ensemble pour atteindre des objectifs bien fixés. Le plus souvent, tous les projets où le partenaire privé est un implémentateur direct de l'USAID ont assigné un MOU avec l'USAID. Donc, en gros, c'est ça, les différentes options qui existent pour pouvoir travailler avec l'USAID. Donc là, on vous laisse justement les informations que le projet doit atteindre et le projet Haiti Invest pour pouvoir contacter directement les implémentateurs dans le cas où vous seriez intéressé à collaborer avec l'USAID pour l'entreprise d'atteindre ou Haiti Invest. Et en dernier lieu, pour tous les projets justement où vous voulez travailler et collaborer directement avec l'USAID, toujours en lance des appels d'offres pour, par exemple, un problème très précis ou bien un secteur très précis. Et tous ces appels à proposition-là sont toujours postés sur les sites de beta.sam.gov et grants.gov. Donc, en gros, c'est ça. Et nous vous remercions encore de nous avoir donné la chance de présenter toutes les différentes options pour les PME de travailler avec l'USAID. Je vous remercie et nous sommes ouverts à toutes les questions que vous avez. Merci. Merci Christine, merci à tous. Nous avons déjà 2 questions dans le chat box, donc je vais les poser tout de suite. La première question, c'est de M. Philippe Saint-Cyr qui demande « How do you put in context SDGs in financing SMEs aside to inclusion finance? » Je vais essayer de répondre, mais je voudrais demander à M. Saint-Cyr s'il pourrait me donner un petit peu plus de détails. Est-ce que vous voulez dire
Laissez-moi voir, j'essaie de voir la question. Est-ce que vous voulez dire que dans le cadre des objectifs de développement durable et les SME, le financement des SME, quand vous dites aside, vous voulez dire en dehors de l'inclusion financière, qu'est-ce que... J'essaie de comprendre la question, vous pouvez me donner un petit peu plus de détails. Philippe? Bon, je vais essayer de le contacter par téléphone entre-temps. Je pose la question. Yes. Ah, OK, il est Oui, là. oui, OK. il est là. Philippe, vas-y. No, I mean, the question is if you focus on inclusion financing and the SME is involved in agriculture, for example, would you take into context one of the indicators that an SME might somewhat improve? OK. En termes de développement durable, si on finance une petite et moyenne entreprise de l'agriculture, comment ça contribuerait au développement? Yes, si on va voir les résultats que le PME pourrait faire, c'est ce que les impact investors font en Afrique, en Amérique du Sud. Et je voulais juste voir parce que la BID peut faire la même chose. Donc, c'est juste pour voir comment que chaque PME peut avoir un impact positif sur l'un des indicateurs des ODD ou l'un des impacts sociaux des ODD. Oui, par exemple, pour impact, comme vous avez vu que Isaac avait parlé au tout début des résultats attendus, c'était, je pense, une augmentation de la disponibilité et de l'accès, de la disponibilité de l'utilisation d'aliments nutritifs. Donc, quand on a une PME qui travaille pour améliorer les filières d'agriculture, donc ça va aider à augmenter l'accès et je dirais même l'utilisation, parce que quand le volume augmente, donc normalement, les prix se réduisent. Donc, tout ce que nous faisons, c'est dans le contexte, tout ce que nous faisons, même en travaillant avec des entreprises, c'est pour contribuer au développement du pays où l'on est, tu vois, en termes de développement et durable et pour les, comment je dirais là, les individus, les citoyens qui vivent dans ce pays. Donc oui, quand nous essayons de supporter, parce que quand nous supportons des PME, par exemple, des conseillers en finance à établir ou bien à augmenter leurs revenus, c'est pour non seulement aider les PME qui ont besoin de financement pour contribuer au développement du pays, créer comment je dirais, créer des opportunités d'emploi et puis aussi aider à avoir, par exemple, on peut supporter une PME qui est une école. Donc, on peut aider une PME à améliorer la qualité des services offerts en ayant accès au financement. Nous savons que si je ne me trompe, près de 80% ou plus des écoles en Haïti sont privées. Donc, ces écoles-là ont besoin, elles disent qu'elles ont besoin de financement pour améliorer la qualité des services offerts, particulièrement dans le cadre de COVID-19. Donc, tout ce que nous faisons, c'est pour finalement arriver à contribuer au développement durable. Donc, oui, aider donc non seulement nous le faisons pour avoir ce but final, mais nous aidons aussi les entreprises elles-mêmes qui offrent ces services à faire de l'argent, à voir qu'il y a un potentiel et à continuer à le faire. Nous aidons aussi les institutions financières, si elles sont intéressées, à diminuer leurs risques pour pouvoir rentrer dans ces marchés aussi. J'espère que j'ai répondu. Marie-Renée, to also answer that question, of all of the financing that Invest has unlocked, what percentage of that financing is coming from impact investors versus local financial institutions? For the moment, I think most of what has been unlocked has come from local financial institutions. That's why we have helped create, with technical assistance, we help create the Caribbean Resilience Fund so that other type of financing can be brought in. That's why Invest is doing the promotion, and we are putting out again an RFP to tell investors and financial institutions, we can help you mitigate the risk
that that is related to this type of sector. So come, we will give you incentives to mitigate the risk so that, you can open the channel for this type of alternative financing to come into the sector. Yes. Merci, Marie-Renée. Je passe à la deuxième question, c'est de Melissa Padberg. Est-ce que Atteindre et Haïti Invest incluent des services de renforcement de capacité? Si oui, quels sont les paramètres? Bon, d'abord, je vais essayer de donner une réponse brève que Marie-Renée pourra compléter à la suite. Je dirais oui, que ces projets donnent un appui au renforcement de capacité, mais c'est dans le cadre du renforcement des petites et moyennes entreprises dont nous supportons. Donc, c'est à travers je dirais, les acteurs ou bien les conseillers qu'on aura recrutés que cet appui va être donné. Mais il y a, comme Marie-Renée et moi-même nous avons présenté, il y a des critères spécifiques à ce moment-là et il faudra rentrer en contact direct avec nos partenaires et de voir quelles sont les modalités. Et ensemble, vous pouvez voir qu'est-ce qui va être bon pour cette entreprise ou cette autre entreprise. Mais je dirais globalement, oui, qu'on donne un appui au renforcement de capacité. Marie-Renée, je ne sais pas si tu veux compléter. Oui, je dirais que c'est exactement ce que Haïti Invest et Atteindre va commencer à faire. Et la différence, c'est que comme Haïti Invest, c'est pour trouver du capital rapidement, donc Haïti Invest identifie des entreprises qui ont, dont la probabilité est plus élevée, donc ça veut dire des entreprises qui sont prêtes. Donc, le renforcement se fait en termes de préparer des plans d'affaires et aider à pouvoir présenter et leur projet à des investisseurs. Donc, c'est un peu plus court, cette assistance technique. Alors que l'assistance technique d'Atteindre va travailler à renforcer, même à développer des petites entreprises. Donc, cette assistance technique devrait être de plus longue durée. Mais oui, c'est ce que l'on fait. Et les critères, c'est simplement être au courant des appels d'offres qui se font et de faire des propositions et pour aider à renforcer la capacité des entreprises ou aussi pour aider à identifier des sources de financement potentiels. Merci beaucoup. Et j'ai une question. Est-ce que vous pouvez élaborer un peu sur les mécanismes de co-création, cofinancement avec le secteur privé? Oui, bien sûr. OK, donc pour la co-création, comment ça se passe? C'est que le plus souvent, bon, en général, disons que, en général, lorsque l'USAID fait un projet, l'USAID travaille sur l'élaboration du projet et on a nos experts in-house qui vont s'asseoir pour pouvoir discuter de la problématique, pour voir c'est quoi le problème, voir quels sont les éléments de solution et de là, on va élaborer le projet de A à Z et ensuite, on va lancer l'appel d'offres pour pouvoir sélectionner un implémentateur. OK? Ça, c'est la façon traditionnelle de faire. Lorsqu'on fait une co-création, c'est quand on fait une élaboration collaborative du projet. L'USAID ne fait pas le design du projet elle-même, mais ce qu'elle fait, c'est qu'elle invite les parties prenantes du secteur concerné, bien du problème concerné, et on utilise des mécanismes pour ça, pour pouvoir travailler avec les partenaires, les parties prenantes pour pouvoir justement élaborer le projet. Un exemple qu'on utilise, par exemple, je pourrais dire, c'est le Board Agency Announcement. Je crois que pour le projet Atteindre, on l'a fait et il y a 3 ou 4 ans de cela, on a fait de même aussi pour le projet d'inclusion, les 2 projets d'inclusion financière. Le mécanisme, le Board Agency Announcement, justement, qui a été posté sur grants.gov et aussi sur beta.sam.gov, où on a demandé à tout le monde, et on a posté ça pour que tout le monde, n'importe qui à travers le monde, puisse
et puissent être au courant, puissent être au courant que l'USAID essaie de trouver justement des gens qui sont intéressés à s'asseoir avec nous pour pouvoir discuter de comment est-ce qu'on peut permettre justement à ce que des gens qui n'ont pas accès aux produits financiers puissent pouvoir rentrer dans le marché financier. Comment justement permettre aux gens de zones reculées en Haïti puissent pouvoir justement entrer dans ce domaine-là. Et on a demandé à chaque personne qui soit intéressée de soumettre un expression of interest. Et lorsque l'on a posté, justement, on a donné un certain nombre de temps pour que les gens puissent soumettre leurs propositions. On a revu justement les expressions d'intérêt et on a sélectionné ceux qui sont justement beaucoup plus en ligne, qui rentrent dans le cadre de ce que nos objectifs sont. Et à partir de là, on a organisé des ateliers de travail. Je crois qu'en général, on organise 3 jours pratiquement où les personnes qui ont répondu à l'appel et qui répondent justement aux objectifs qu'on a en tête, on s'est mis ensemble, on a formé des coalitions et on a pu élaborer ensemble des solutions de projet. Et à partir de là, justement, c'est un processus à plusieurs étapes qui, au final, débouche sur soit un seul ou bien plusieurs projets, dépendamment des différentes solutions qui ont été trouvées les meilleures. Donc, ça, c'est ainsi qu'on fait la co-création. Il y a d'autres types de mécanismes qui sont disponibles. Le Global Development Alliance, le GDE, c'est un autre, où justement, une organisation nous contacte et nous dit que, bon, voilà, on a tel type de problème qu'on aimerait résoudre, qui rentre justement qui va dans le même sens que l'USAID pour ce même type de problème et on veut s'asseoir avec nous pour travailler ensemble. Et on va voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble et comment est-ce qu'on peut financer ensemble aussi le projet. Parce que le GDA, particulièrement, demande à ce que les partenaires privés financent les activités au même titre que nous. Et il y en a d'autres encore. Maintenant, pour le cofinancement, je viens parler pour le GDA, qui est un exemple où justement l'USAID finance un projet au même titre que les partenaires privés. Et le plus souvent dans ces cas-là, les objectifs de ces projets-là sont bénéfiques non seulement pour l'USAID, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est d'atteindre et d'augmenter d'augmenter les capacités des micro, petites et moyennes entreprises, de pouvoir donner l'accès à un meilleur accès à l'éducation et à la santé. Mais ces objectifs-là doivent être de concert avec l'objectif de la firme ou des firmes qui vont entrer en partenariat avec nous. La raison pour laquelle on veut que ce soit quelque chose de mutuel, c'est parce que une fois que nous-mêmes, l'USAID, on termine de travailler, parce qu'on ne peut pas aller au-delà de 5 ans, l'entreprise pourra continuer justement à s'assurer que les résultats du projet continuent dans le long terme. Donc, en gros, c'est ça. Merci, Christine. Et il y a... quelqu'un voulait ajouter quelque chose? Non, ça va. OK. Il y a une autre question de Monsieur Civil. Concernant le projet Athènes, combien d'années d'existence les entreprises doivent avoir pour être éligibles à ce programme? Aussi, avez-vous des programmes mis en place ou exemples de partenariat pour la diaspora haïtienne qui souhaite venir investir dans le pays? Si oui, quel serait le processus? OK, je pense que cette question est adressée à moi directement. Et quand j'ai présenté pour Athènes, vous avez vu que je fais un zoom sur les différents niveaux des micro, petites et moyennes entreprises dont nous comptons supporter. Vous avez vu aussi que le niveau 3, c'est le niveau le plus bas où c'est une entreprise qui a environ 1 à 3 employés. Et donc, pour répondre directement, nous n'avons pas un nombre d'années minimum et d'autant plus que nous voulons donner l'accès ou bien la possibilité à ces micro et petites et moyennes entreprises qui vraiment sont très faibles, nous le savons, et parfois elles sont même informelles. Donc, c'est ça notre focus sur ces micro
entreprises qui sont pour la majorité des cas informelles. Donc, il n'y a pas un nombre d'années minimum pour ces entreprises-là. Pour répondre par rapport à la diaspora, dans le temps, nous avons même financé des entreprises qui étaient des entreprises possédées par des membres de la diaspora. Et nous avons fait même une sorte de ce que nous appelons roadshow à travers la diaspora dans différentes villes où nous les avons invités à venir travailler avec nous pour que nous puissions maximiser l'impact de nos activités. Et récemment, même au démarrage de notre projet Haïti Invest, nous avons fait un tour dans la diaspora et surtout aux États-Unis, dans 5 villes, je crois, et aussi au Canada, pour inciter, pour inviter la diaspora à participer dans nos activités. Et c'est ce qui a donné naissance au fonds, au Caribbean Resilience Funds dont Marie-Renée avait parlé. Donc, nos projets sont vraiment, je dirais, ouverts et à travailler. Nous voulons effectivement travailler avec la diaspora pour les intégrer dans ce que nous faisons. Et je dirais même que la création de ce fonds a été une idée qui venait de la diaspora, parce qu'en fait, ils vous disent qu'ils veulent venir investir dans le pays, mais il n'y avait pas de mécanisme pour le faire. Et c'est pourquoi nous avons appuyé la création de ce fonds. Donc, c'est ce que je pourrais ajouter par rapport à ça. Je ne sais pas si Marie-Renée veut ajouter quelque chose. Isaac, tu as tout dit, mais je vais profiter pour répondre à une autre question qui est en rapport avec ce que tu as dit, le Fonds Caribbean Resilience Fund. Quelqu'un a demandé est-ce que Haïti Invest a une relation avec ce fonds. Donc, ce que je voulais dire, Haïti Invest a aidé à créer, à établir légalement ce fonds. Comme Isaac a dit, et Haïti Invest cherche à faciliter des sources de financement alternatives. Donc, après avoir fait une tournée de la diaspora américaine, de la diaspora qui est aux États-Unis d'Amérique et une ville au Canada, et c'est ce que nous avons eu comme message. Le message, c'est que oui, nous voulons investir en Haïti. Nous avons essayé plusieurs fois et ça n'a pas marché parce que c'est nous qui venons et nous ne sommes pas sur place. Est-ce qu'il y a un moyen, est-ce qu'il y aurait un fonds, un mécanisme où nous pourrions mettre de l'argent qui serait investi? Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est pas Haïti, le Caribbean Resilience Fund, nous avons fourni l'assistance technique nécessaire pour établir légalement ce fonds. Mais le gouvernement américain, à travers l'USAID, ne met pas d'argent dans ce fonds. Ce fonds-là n'est pas un fonds dont nous faisons la promotion. Ce que nous disons, c'est que c'est une alternative qui est là et nous avons mis l'assistance technique en place pour aider. Donc, s'il y aurait des intérêts et à avoir des informations sur ce fonds, nous pouvons, vous pouvez écrire directement à Haïti Invest pour faciliter la mise en contact et de ce fonds. Mais ça, c'est une solution qui a été développée. Vraiment, comme Isaac l'a dit, c'est un résultat que la diaspora haïtienne a demandé aux États-Unis. Merci Marie-Renée pour la précision. Est-ce qu'il y a d'autres questions? I think we missed a question. It was a question regarding, it said, how can AmCham become an implementer? This was from Almerac. So the question was, bonjour, sur quoi l'AmCham devrait travailler afin de devenir un implémenteur ou arriver à décrocher un protocole d'accord avec la section croissance économique de l'USAID pour le bénéfice de ses membres au regard à ces projets. I'll give you a bit of bad news and a bit of good news. So the bad news is that at least in the economic growth section, we won't have we don't have budget until at least 2022 to work beyond the current projects that we have with Invest and Attend. We will have
a small program geared towards domestic resource mobilization, but that it has more to do with increasing the capacity of local governments to both raise taxes more efficiently and provide public service. Within our entire office, we do have the economic growth side, and then we also have the agriculture and environment side. So there will be near-term work on agriculture and environment. So there may be potential opportunities for partnerships for agriculture, but I'll let Song talk about those in a second if there are any. And then we do have a new opportunity. We recognize working with civil society is important, and we've got potential opportunities in the short to medium term to build the capacity and governance of civil society organizations. And so that could be an opportunity as well. And then, of course, we always have distinct opportunities coming out of USAID Washington. We have some programs there that could fit, but again, I would mention that specifically on economic growth, our funding is at a minimum dry and non-existent until 2022. Je peux ajouter quelque chose à ce que Jason a dit. Maintenant, pour devenir un implémentateur, OK, donc comme on l'a expliqué tantôt, tous les appels d'offres de l'USAID sont postés sur grants.gov ou bien beta.sam.gov. OK, maintenant, disons que AmCham sont intéressés à répondre à l'un de ces appels d'offres-là. Donc, dépendamment exactement du problème qui est posé, vous allez répondre à l'appel d'offres pour dire que voilà comment est-ce que, voilà la solution que vous allez apporter et voilà comment est-ce que vous allez implémenter cette solution-là. Maintenant, ce qui arrive en général, c'est qu'après bon, pour commencer, il y a des critères de l'éligibilité. Pour tous les appels d'offres, on dit toujours quels sont les critères justement pour que des organisations puissent répondre à ces appels d'offres-là. Maintenant, une fois qu'on a fini par sélectionner la meilleure solution, l'USAID fait toujours un background check et aussi une évaluation de l'organisation pour voir si l'organisation a les capacités logistiques, administratives, légales, etc. pour pouvoir non seulement pour pouvoir réaliser les objectifs qui ont été désignés, mais aussi si cette organisation-là est à même de pouvoir devenir un agent d'exécution pour l'USAID. Parce que automatiquement que vous devenez un implémentateur, votre nom en tant qu'organisation est associé à celle de l'USAID. Donc, c'est pour ça qu'on fait toujours le background check et aussi l'évaluation de l'entreprise, de l'organisation à tous les niveaux pour voir effectivement si vous avez la capacité de pouvoir implémenter un projet de l'USAID. Par le passé, on a fait plusieurs programmes et l'objectif de ces programmes-là, c'est de renforcer la capacité des organisations locales à pouvoir devenir un implémentateur de l'USAID. Je crois que le projet Combit, et comme exemple, était l'une je pense qu'AmCham a collaboré avec Combit par le passé. C'était l'une des activités que l'USAID avait mis sur pied. On a contracté une firme qui, justement, devrait aider à renforcer les capacités des organisations locales à pouvoir devenir un implémentateur pour l'USAID au même titre que les implémentateurs internationaux. Donc, ça, c'est un élément de réponse. Maintenant, pour pouvoir décocher un protocole d'accord avec la section économique de l'USAID pour le bénéfice des membres de l'AmCham, et comme Jason l'a mentionné, là maintenant, on n'a pas beaucoup de fonds, mais l'une des choses que vous pouvez faire, c'est à travers le projet Atteindre et le projet IT Invest. Maïwenné et Isaac ont mentionné que là maintenant, il y a les advisory groups qui vont qui vont ou bien sont déjà mis sur pied justement pour pouvoir
et discuter avec l'USAID sur, par exemple, les réformes qui vont être faites dans le secteur, la capacité justement à améliorer le climat des affaires pour les petites et moyennes entreprises. Donc, disons que par exemple, que AmCham sont intéressés justement à collaborer avec le projet Atteindre, le projet Haïti Invest en ce sens. Donc, AmCham pourrait, de ce cas-là, contacter les implémentateurs de Haïti Invest et Atteindre et discuter avec eux sur comment justement AmCham peut collaborer avec ces deux projets-là pour pouvoir renforcer la capacité des petites et moyennes entreprises. Et de cette discussion-là, à la fin de cette discussion-là, justement, vous pourrez non seulement faire partie du advisory group ou éventuellement avoir un protocole d'accord où AmCham et Atteindre, ou bien AmCham et Haïti Invest décident dans un commun accord de travailler ensemble justement pour le bénéfice des micro, petites et moyennes entreprises, parce que beaucoup des membres de AmCham sont aussi des MPME. Donc, ça, c'est une autre façon de faire. Mais effectivement, pour ces cas-là aussi, il y aura toujours un background check qui sera fait pour voir dans quelle mesure est-ce que la collaboration peut être effective. Donc, je ne sais pas si Isaac ou Mayoni peut ajouter quelque chose là-dessus. Donc, je pense qu'entre la réponse de M. Fleming et Mme Musset, vous avez tout couvert, donc je n'ai rien à ajouter. Merci, Christine. Et moi, j'ai une dernière question. Est-ce que vous avez des secteurs d'activité ou des zones géographiques prioritaires pour les interventions de l'USAID dans le domaine de la croissance économique? Et à travers la présentation pour Atteindre et Haïti Invest, nous avons mentionné des zones spécifiques et ces zones-là ont été choisies lors du développement de notre stratégie. Donc, dans le nord, nous voyons le nord-est et le plateau central. On considère ça comme une zone. Et puis, l'autre zone, c'est le sud. Ce sont ces zones d'activité. Ce sont les zones prioritaires. Mais quand nous disons prioritaires, ça veut dire que on va donner la priorité. Ça ne veut pas forcément dire que nous n'allons pas, s'il y a une possibilité ou bien quelque chose à faire dans d'autres zones qu'on ne pourrait pas considérer. Mais on va considérer ça en fait, cas par cas. Mais nos zones prioritaires pour notre nouvelle stratégie, c'est vraiment les zones que je viens de citer. En termes de secteur, nous avons mentionné le secteur de l'agriculture, la construction, énergie renouvelable, etc. Encore, nous disons secteur prioritaire, mais ça veut dire que s'il y a un autre secteur qui montre qu'il y a des possibilités ou bien des potentiels de création d'emplois, nous sommes prêts aussi à les considérer. Merci, Isaac. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, bonjour. Vas-y, Amira. J'allais justement réagir à ce que tu as posté, mais bon, tu veux parler d'abord. OK, d'abord. Bonjour, merci pour cet éclairage et compliment à l'équipe de la section économique. Alors, ma question est celle-ci, c'est beaucoup plus en réponse à M. Jason, parce que, alors, à travers le AmCham, il y a eu des accords spécifiques. Je viens de poster quelque chose, c'est certainement, c'est pas sur le domaine qu'on parle, le domaine économique, mais il y a eu, comme nous sommes un partenaire privilégié pour la USAID et l'ambassade, donc est-ce qu'il n'y a pas moyen, parce que ces projets vont passer, ces projets vont terminer après 4 ans, après 5 ans, donc il n'y a pas moyen de façon à être pérenne, cet accord, on ait quelque chose de beaucoup plus spécifique en termes de protocole d'accord. Ce n'est pas spécifiquement, c'est là ma question est. À titre d'exemple, je viens de vous envoyer, M. Jason, un modèle de protocole d'accord qui a été fait via Vietnam, AmCham Vietnam. Je peux commencer à répondre et puis ensuite Jason peut continuer. Bon, je suis bien contente justement que tu aies posté ça. Et hier, on a eu une réunion avec notre groupe et on parlait justement de ce sujet-là précisément. Effectivement, Vietnam a signé avec l'USAID il y a plusieurs années un protocole d'accord justement pour pouvoir
et améliorer le dialogue privé et dans l'objectif de faciliter le commerce. Et l'histoire derrière là-dessus, c'est que ce protocole d'accord, en fait, c'est AmCham qui a contacté l'USAID pour justement voir dans quelle mesure est-ce qu'une collaboration serait possible et dans quelle mesure est-ce que l'USAID pourrait effectivement supporter l'initiative qu'ils avaient en tête. L'initiative de l'AmCham, ce n'était pas uniquement AmCham qui le faisait, c'était en fait une collaboration entre AmCham, mais aussi entre le gouvernement vietnamien et aussi entre le Parlement vietnamien, les sociétés civiles, les compagnies privées, etc. Et l'idée, c'est que c'était les différentes parties prenantes dans le pays qui s'étaient mis d'accord pour pouvoir, et effectivement, avec le lead du gouvernement, pour pouvoir voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut commencer à faire des réformes pour pouvoir améliorer le climat des affaires au Vietnam. Et il y avait une série de tâches qui incombaient à AmCham, une série de tâches qui incombaient au gouvernement, une série de tâches qui incombaient au Parlement et vietnamien. Et ces tâches-là, il y avait différents types d'activités qui, justement, étaient alignées. Et pour certaines de ces activités-là, AmCham avait fait appel avec SAID pour voir comment est-ce que SAID pourrait supporter ces activités-là. Le protocole d'accord a été signé de façon à ce que l'USAID et AmCham se mettent d'accord pour collaborer ensemble pour réaliser différents types de projets. Et dans certains de ces projets-là, il y en avait justement des Global Development Alliances dont j'ai parlé, où, par exemple, l'USAID mettait ses ressources financières et son expertise disponible et aussi sa capacité de pouvoir rassembler les différentes parties prenantes. Donc, l'USAID apportait ça comme leverage. Et d'un autre côté, AmCham apportait ses ressources financières. AmCham mettait à sa disposition, je me rappelle bien, je crois, lorsque j'ai lu ce projet-là, AmCham mettait à sa disposition ses locaux, ses experts, plusieurs entreprises privées, les institutions financières qui étaient membres de AmCham, les fonds, AmCham justement mettait à sa disposition des fonds pour pouvoir payer les experts qui seraient engagés pour pouvoir commencer à réviser les lois, les décrets qui sont liés au climat des affaires au Vietnam. Donc, c'était tout au-delà le protocole d'accord, en fait, était là pour pouvoir gouverner toutes les séries de partenariats publics-privés que AmCham faisait en collaboration avec l'USAID. Et le protocole d'accord était le résultat de plusieurs mois de discussions, de négociations, d'entente pour arriver à ce point-là. Donc, oui, c'est possible, pour répondre à votre question, mais il ne s'agit pas simplement de l'USAID pour supporter l'AmCham, mais ça résultait de toute une collaboration qui impliquait d'autres partenaires au-delà de l'AmCham. Merci. Hi, this is Jason again. So thank you for that question. I want to start by just defining a little bit about how USAID funding is appropriated to each mission. And you know, in the case of Vietnam, it's very possible that the funding that they had was very specific to trade facilitation. And as I'd mentioned before, the economic growth team at the moment doesn't have any future funding, number one. And if we did, a lot of times what money we do have is earmarked for specific reasons. And so that's the first constraint. But I will recognize that trade facilitation and trade, both import and export, is key to growth, as we know. And so it is something that we track, and it's something that's important to us. I might also just hand the mic over briefly to our Department of State team. I'm not as familiar in terms of trade facilitation, but I do know that we have ongoing discussions with both the Dominican Republic and our team there, because we've recognized some of the problems with trade on the border and the lack of, well,
the informal nature of the trade. But anything to state on the State Department side of things? Thank you, Jason. OK, on peut prendre une dernière question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Sorry, just real quick. Tanya or Mira, anything on the State Department side of things in relation to trade facilitation? Hi, Jason, this is Tanya. My apologies that I was distracted by an email I had to respond to. Can you give me a little bit more context regarding the question on trade facilitation? Yeah, well, it was just a question about, we had a program, USAID had a program directly with AmCham in Vietnam, and a lot of that had to do with trade facilitation. And I was just mentioning that at the moment, USAID's economic growth team doesn't have funding to support trade facilitation specifically. And I was just mentioning the importance of trade for economic growth in Haiti. And so I just wanted to give the mic to you in case you had any comments about what the State Department gets involved in as it relates to trade. Okay, yes, absolutely. So the State Department side, in comparison to the USAID side, we focus more on the policy level as opposed to the programmatic level, right? The State Department's economic section at the embassy doesn't run programs in the same way that USAID does. In terms of trade facilitation policy, what we would point to on the US side, of course, are our duty-free trade preference programs that apply to Haiti. I believe that the Hope Help program for the textile and apparel sector is probably well known. But I would like to also point out that there are provisions of the Caribbean Basin Initiative, CBI, which is a trade preference program in which there's a wide variety of goods that if they are of Haitian origin, they would enter the US duty-free. This would include a lot of agricultural products, such as mangoes, and it would include a lot of other products, say plastics, just a really wide range of things. So that's really what we point to on the policy level in terms of the US policy to help promote development and economic growth in Haiti from the trade facilitation side is by opening up the US market duty-free to a large number of products that if they are of Haitian origin would enter the US duty-free. I think I maybe saw a quick question of can there be a tutorial along those lines? That is actually something that we have been in discussion with the U.S. Trade Representative's Office, the acronym is USTR, about pulling together a presentation to help spread the word even further that trade preferences for Haiti, 0% duty-free treatment is not just for the textile and apparel sectors, for a wide range of other sectors. So we are in discussions about pulling a presentation together for that topic. Thank you, Tanya. And also to mention, I know I've mentioned a lot that the economic growth team doesn't have current funding. But our agricultural programs are expecting to grow. And so to the extent that AmCham has members that are in agribusiness, there might be opportunities on that front. Thank you, Jason. Thank you, Tanya. Erica, I just wanted to add.
for the opportunity for MSHAM to work with USAID. As Isaac said, right now we have the Athens project that's new. And one of the objectives is to work to improve the enabling environment, for the development of MSMEs. So I think now is the opportunity at the start to develop relationship, because I cannot say that, we are not the implementing partner, but since it's part of what they want to do, and that there are funding for this through this activity, I think right now the fastest way of looking for ways to work with USAID would be through the Athens project, because you are working to reinforce the enterprises that they have to reinforce. So they do have to work with association and other stakeholders in the ecosystem. So I think the first thing to do is to reach out to Athens and see how you can establish some type of relationship. Thank you, Marie-Renée. Is there any question? Il y a une autre question, s'il vous plaît? Excuse-moi, je vois qu'il y a une question de Karim. Pour savoir s'il y a un tutoriel pour naviguer sur les sites beta.sam.gov et grants.gov. Tania a abordé, Tania a répondu à cette question plus ou moins. Right, sorry, actually, what I had read the question too quickly. The presentation that we are looking at would not be specific to navigating those two websites, but rather about what duty-free opportunities are out there. Oui, merci Tania. Merci. Donc, je peux répondre à ça rapidement. En fait, je ne sais pas si un tutoriel. Et moi-même, des fois aussi, j'ai du mal à pouvoir naviguer dessus. Ce que je fais, par contre, qui m'aide très souvent, qui m'aide tout le temps maintenant, c'est que quand vous allez sur le site de grants.gov, ok, donc vous tapez www.grants.gov, automatiquement, la page de couverture, et vous allez en haut à droite de Search, automatiquement, c'est sélectionner Grant Opportunities. Donc, ce que je fais, je tape Haïti. Et quand je tape Haïti, le search me donne tous les appels d'offres pour les dons qui concernent Haïti et qui couvrent tous les secteurs. Il n'y a pas seulement le secteur de la croissance économique, mais santé, éducation, infrastructure, énergie, etc. Donc, vous n'avez qu'à aller sur grants.gov, vous allez dans le search, c'est déjà automatiquement sur Grant Opportunities. Donc, le keyword, vous avez uniquement à taper Haïti et vous avez toute la liste qui est déroulée. Et à ce moment-là, vous pouvez choisir, et peut-être pour le search, vous pouvez raffiner pour choisir si vous voulez uniquement ceux qui sont postés et qui ne sont pas encore fermés. Maintenant, pour beta.sam.gov, et c'est un petit peu plus compliqué, lorsque vous arrivez sur le site, à la première page, vous avez le search button. Ce que vous faites, vous cliquez sur l'option de choix dans le search et vous choisissez Contract Opportunities. Vous choisissez Contract Opportunities et puis ensuite, vous tapez Haïti comme keyword et ça vous donne tous les appels d'offres pour contrats qui concernent Haïti. Comme ça, vous n'avez pas à vous perdre. C'est très simple. Merci, Christine. Bon, je passe la parole maintenant à Isaac Michel. Donc, je voudrais seulement remercier les membres de AmCham qui nous a donné l'opportunité de partager avec vous des informations sur ce que nous faisons et nous sommes toujours à votre disposition pour le faire et j'espère que la prochaine fois que ça va être encore en présentiel. Et pour donner le dernier mot de la part de l'USAID, je vais demander à notre directrice par intérim du Bureau de la croissance économique, Madame Sengli, de pouvoir nous fournir les derniers mots pour cette présentation. Merci encore. Thank you very much, everyone, for your time and listening and all of the interesting questions. I just wanted to reassure, even though we're not getting economic growth funding this fiscal year, that all of our leadership and we're communicating frequently and often
with our Washington colleagues to advocate for economic growth funding and have that be included in all of our documentation to try and grow our engagement in this sector. And I also wanted to let everybody know that that we will be launching our next flagship agriculture project, which will be $25 to $30 million in value in the next, hopefully in the next 6 months, and potentially even sooner than that. And there is, while we haven't actually gone through the full procurement process, but it is a activity that's focused on market systems and an engagement of all market actors. So not just small farmers, but also thinking about how we can improve and support other actors within the ag sector. So wholesalers, transporters, and other buyers to try and create a sustainable system that that will be able to be more resilient in the face of shocks and stresses. And so with that, thank you very much. And we look forward to continuing our engagement with each and every one of you. Thanks. Thank you very much. Et merci pour vos interventions. Merci à nos intervenants et merci à vous tous d'avoir répondu à notre rendez-vous ce matin qui a été organisé à votre intention. Donc, je souhaite à tout le monde une très bonne journée. À bientôt. Merci beaucoup, Erika. Merci beaucoup. Merci, Erika. Bye-bye. Merci beaucoup. Bye-bye. Merci, merci. Bonne journée. Bonne journée. Thank you, Erica. Bye. Thanks, Erika. Bonne journée.